bonjour à tous, bienvenue pour ce 6e et dernier webinaire Construction intérieure. Je suis toujours Philippe Dresto, je suis toujours directeur de la prospective et du marketing stratégique pour les Compagnons du Devoir. Ça fait 6 sessions qu'on se suit. Je suis heureux de vous accompagner donc, pour cette dernière rencontre à distance qui va nous mener directement jusqu'au colloque. On vous le disait la semaine dernière, en début de mois, la date du colloque a été arrêtée. Ce sera le 26 novembre 2021. Ça se tiendra à la Maison des Compagnons de Paris, place Saint-Gervais, derrière l'Hôtel de Ville, dans le 4e arrondissement. Donc, dernier rendez-vous avant cette trêve estivale pour traiter de la question toujours de la construction intérieure avec des prismes différents. Vous vous souvenez, on a commencé le cycle avec les usages, ensuite on a poursuivi avec la santé, on a parlé d'esthétique, on a parlé de numérique, on a parlé d'économique. Aujourd'hui, on va parler de collaboratif. Donc, pour parler de collaboratif, d'interaction métier, d'interface fonctionnelle, voilà des sujets qui vont éclairer les témoignages de nos contributeurs, qui sont aussi bien utilisateurs, techniciens. Et puis, bien entendu, on a Philippe Simet qui est avec nous, qui nous accompagne depuis le début des travaux, qui est philosophe de la ville, qui est architecte, qui n'est pas architecte, mais qui travaille à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Il partagera donc avec nous son regard transverse sur le fil rouge de ses travaux. À ses côtés aujourd'hui pour évoquer le sujet du collaboratif, nous accueillons Lucie Donte, Charles Guillem et Maxime Bonnevie. Bonjour à tous les quatre. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous pour contribuer à nos échanges. Lucie, tu es coordinatrice de l'équipe Habiter 2030 dans le cadre du Solar Décathlon, notamment l'édition 2019. Charles, quant à toi, tu es compagnon charpentier. Tu as cofondé l'entreprise Clovis, tu nous en parleras tout à l'heure. Tu la diriges aujourd'hui. Et enfin, Maxime, toi, tu es le directeur des grands ateliers à Villefontaine. Alors, comme de coutume, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'interface Q et R, qui veulent tout simplement dire questions-réponses. C'est au bas de votre écran. Vous posez la question, on la voit, nous, on la reçoit, et en fonction de comment ça s'organise, en fonction du sujet, on la passe au moment le plus opportun pour assurer la fluidité des échanges. Alors Charles, c'est avec toi qu'on va commencer les échanges, et avec toi on va poser le contexte de ce sujet des interactions, du collaboratif. En effet, tu as une vision assez large et transverse puisque c'est ton périmètre de jeu. On est dans le cadre de ton activité Clovis qui est construit sur le concept même de cette thématique d'interaction. Alors Charles, lorsque tu as créé Clovis, tu vas nous en parler un petit peu plus tard. De quel constat tu es parti ? Très bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, le constat dont on est parti, c'est déjà Clovis, c'est une start-up qu'on a créée en 2018. On est 3 cofondateurs, tous issus du secteur de la construction. Et on a créé Clovis avec la ferme volonté d'accompagner les professionnels de la filière de la construction à engager leur transition digitale au travers d'une application simple à utiliser, facile à installer et peu onéreuse. Et l'objectif final, en fait, c'est de permettre de mieux communiquer en interne sur toute la chaîne de valeur d'un chantier, de l'étude à la livraison, et dans un seul et même outil qui agrège finalement différentes fonctionnalités. Alors, vous le savez certainement, le secteur de la construction, c'est l'industrie la moins digitalisée dans le monde, derrière la pêche, la chasse, l'agriculture. C'est flagrant, mais c'est le cas. Et cette transition, en fait, commence tout juste dans notre secteur d'activité. Et donc, nos différentes expériences passées sur les chantiers en bureau d'études, finalement, nous ont permis d'identifier la problématique et la thématique de ce jour, donc, qui est la collaboration, et surtout le manque de communication et la discontinuité qu'on peut avoir dans la donnée aujourd'hui quand on parle de gestion d'un chantier ou d'un projet entre tous les corps d'État. Alors, si on remonte un peu dans la culture, c'est vrai que depuis toujours, notre industrie est silotée par corporation, et ce depuis les premières constructions de cathédrales. Donc ça, c'est culturel, c'est chacun son métier, chacun son savoir-faire, et dans une chronologie qui est bien définie. Alors souvent, tout le monde le connaît, mais les tailleurs de pierre ou les maçons qui débutent sur le gros œuvre, ensuite les charpentiers, les couvreurs, puis le second œuvre. Mais la grande différence, c'est que les compagnons prenaient le temps de se parler sur les chantiers pour co-construire, si on remonte un peu dans le temps. Disons qu'il y avait plus de temps pour tout ça. Sauf que depuis quelques années, le constat, c'est qu'on n'a plus toujours le temps de respecter cette chronologie et ces étapes, pourtant pleines de bon sens.
Les délais, finalement, sont de plus en plus serrés parce que les prises de décision pour lancer une construction se font souvent au dernier moment. Et tout le monde doit courir sur les chantiers, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et ensuite toute la chaîne derrière de production. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que finalement, les délais se réduisent, mais les exigences, tout ce qui est normes et pénalités de retard sont de plus en plus pressantes et nombreuses. Donc tout ça, c'est mon point de vue, facilite cette culture du silo qui persiste, car les pros ont de moins en moins de temps pour communiquer entre eux, les chantiers sont souvent loin, en déplacement. Il est souvent difficile aussi de discuter, échanger pour mieux faire, parce que tout simplement on n'a pas le temps. Et si aujourd'hui vous parlez de n'importe quelle entreprise du BTP, n'importe quel architecte, maître d'œuvre au bureau d'études, tout le monde est saturé, passe son temps à courir. Donc tout cela, ça implique… Il y a cette logique du temps réel aussi dont tu nous as parlé quand on a préparé. Exactement. Donc la logique, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, en fait, ça implique des difficultés entre les interlocuteurs pour discuter en temps réel, perte d'informations, des indices de plan qui ne sont pas toujours actualisés, et tout ça, ça engage des erreurs, beaucoup de perte de temps, d'énergie, et souvent la qualité du délai des ouvrages réalisés n'est pas au rendez-vous. Donc le temps réel, c'est de plus en plus primordial pour permettre à tout le monde de bien communiquer sur toute la chaîne de valeur. Alors, tu parles beaucoup de cloisonnement, d'ensilotage, tu dresses un paysage un petit peu sombre avec du négatif. Inversement, du coup, si on sort de ce silo, selon toi, quelles sont les valeurs ajoutées du travailler ensemble? La première valeur, c'est que le travail ensemble, selon moi, c'est la seule façon de mener un chantier dans de bonnes conditions, de respecter la règle qualité-coût-délai, surtout pour le client. Travailler ensemble, c'est aussi avoir une vision partagée, c'est-à-dire que ça permet d'être clair sur les objectifs à atteindre. C'est mettre en place un climat plutôt bienveillant au sein de l'équipe projet. Alors, quand je parle d'équipe projet, c'est maîtrise d'œuvre, toujours pareil, maîtrise d'ouvrage, constructeur. Et donc, ça permet d'engendrer un cercle plutôt vertueux entre tous les acteurs, parce que tout le monde a l'information en temps réel, tout le monde a réponse à ses questions, et surtout, et ça j'y tiens, c'est que tout le monde est reconnu aussi pour son savoir-faire, car écouter et intégrer dès le début du projet et en amont du projet. Donc là, c'est vraiment une logique de vision partagée en fait que tu nous dresses. Donc, quand tu nous expliquais que Clovis, quand vous l'avez construit, tous les trois cofondateurs, vous êtes partis d'un certain nombre de constats et du coup d'un certain nombre d'émergences de fonctionnalités. Donc, les fonctionnalités qui permettent de corriger l'ensilotage, majoritairement, c'est quoi et qu'est-ce que permet de faire cette application? Alors, le premier point pour corriger tout ça, déjà, c'est d'avoir une application qui soit facile à utiliser, qui soit simple à installer et qui puisse permettre d'inviter les différents acteurs du projet à travailler sur un même espace de travail très facilement, très simplement. Ça, c'est le premier point pour pouvoir collaborer. Donc, Lovis, au travers de tout ça, finalement, permet à nos utilisateurs d'avoir une vision multi-chantier en temps réel, d'avoir un pilotage plus précis sur chacun des chantiers. Alors, si on rentre dans le détail, ça permet de générer un planning qui, du coup, est visualisable par toutes les parties prenantes du projet en temps réel. Donc, le client peut voir son planning, tous les corps d'État ont accès au planning. Ça permet d'avoir une synchronisation de la documentation en temps réel aussi sur tous les supports, puisque c'est une app qui est dispo sur tous les supports, que ce soit téléphone, tablette, ordinateur. Si on parle de stockage de la donnée dans l'application par chantier, n'importe qui sur son chantier peut ouvrir un plan, visionner un plan, que ce soit du 2D, du 3D. N'importe qui va pouvoir annoter des photos, partager des plans directement dans l'application, discuter au travers d'un chat, signer de manière électronique un document à distance, gérer des visas plutôt pour la partie maîtrise d'œuvre et architecte, générer des comptes rendus, enfin tout un tas de fonctionnalités qui finalement aujourd'hui sont utilisées par les constructeurs ou les architectes via des mails, via des serveurs, via des chaînes WhatsApp qui sont créées pour suivre les chantiers. Tout ça, c'est des fonctionnalités qu'on a agrégées dans une seule et même app pour qu'il y ait une vraie continuité de la donnée, que chacun sache que si on veut avoir l'information à jour en temps réel, il suffit de rentrer dans le Clovis et d'aller sur le chantier. Et tout ça permet d'éviter les erreurs, les malfaçons, les incompréhensions et la traçabilité de la donnée. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Donc il y a partage d'informations, temps réel et traçabilité, c'est-à-dire qu'on sait exactement identifier le geste qui a été fait, le produit qui a été posé et comprendre s'il y a malfaçon, où a été le souci, c'est ça? C'est ça. Alors, entre autres, malfaçon, mais même dans les cas où tout va bien, ça permet aujourd'hui, et je fais souvent référence aux normes liées à la RGE,
Ça permet à beaucoup de nos clients aujourd'hui artisans, chaque fois qu'ils vont réaliser la pose de ouvrage, si vous prenez une menuiserie, tout de suite, ils vont pouvoir réaliser des photos pour la réception du support, pour l'étanchéité à l'air, et tout ça ensuite c'est enregistré dans la base de données à vie, et ça leur permet de justifier leur activité dès qu'ils le souhaitent. Voilà, et de tracer tout ça. D'accord. Donc là, tu commences à partir sur des exemples. Tu as des chantiers concrets à partager avec nous qui ont été menés grâce à l'application Clovis? Alors oui, aujourd'hui c'est plus de 2000 chantiers qui sont utilisés par nos clients directement dans Clovis. Alors on a différents usages, hein. Souvent quand on parle de collaboratif dans la tête des gens, et collaboratif égale avec des personnes externes à une entité ou à une entreprise. Sauf que nous, on a beaucoup de clients, si on prend le cas d'un charpentier, Clovis est utilisé en interne par l'équipe commerciale dès qu'il y a une opération qui est rentrée. Ensuite, ça passe au bureau d'études, ensuite, ça passe à l'atelier pour la prod, ça passe en chantier jusqu'à la livraison et on assure la continuité de tous les échanges. Ça, c'est pour un constructeur. Et on a un autre cas d'usage pour les architectes qui, eux, dès le début du projet, vont inviter les constructeurs, les maîtrises d'ouvrage, les bureaux d'études externes pour pouvoir collaborer sur la conception, sur la validation des plans, des esquisses, toutes ces choses-là, des entreprises. Et ensuite, ça passe en phase travaux. Et chaque entreprise est invitée sur son dossier et a accès à sa documentation en temps réel. C'est un peu des exemples. D'accord. Et c'est aussi bien des chantiers Vous m'avez de entendu? résidentiel, tertiaire, industrie, tout type de nature d'ouvrage, des gros chantiers, des petits Tout type de, chantiers. tout type de chantier. On a des clients avec 2 salariés, des artisans de tout corps d'État qui gèrent des petits chantiers en maison individuelle ou privée de rénovation. Et on a des structures de 1500 salariés qui gèrent des chantiers de tertiaire, de collectifs, d'hôpitaux, de bâtiments neufs, enfin, tout type de chantier. Qu'on soit 2 dans une entreprise ou 1500, l'usage de l'application reste la même. Merci Charles. Philippe, du coup, comme de coutume, je me tourne vers toi hein, en tant que grand témoin. Quand tu entends cette vision un peu de facilitateur, hein, d'entremetteur, de facilitateur des interfaces, une approche très opérationnelle, finalement qui a été construite sur des constats culturels assez tranchants. Charles est remonté jusqu'au à la construction des cathédrales. Un philosophe de la ville, il a quoi comme vision par rapport à cette approche historique et culturelle? Ben, ça me fait penser à deux choses. Enfin, la première, c'est vraiment que il y a une perte de culture commune qui est liée à l'exercice du chantier ou au moment du chantier. Et ça, c'est quand même dramatique parce que le chantier, c'est finalement un des moments où autant d'acteurs et d'actrices venant d'horizons différents autour du projet architectural peuvent se rencontrer. Et c'est ce qui fait la richesse de nos métiers. Et il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça où finalement on peut faire se rencontrer autant de métiers, de disciplines, de compétences différentes. Donc c'est vraiment une richesse incroyable, mais qui se trouve à chaque fois appauvrie par les conditions de réalisation actuelles des chantiers. Alors, sur la question du facteur temps, ben, à la fois, je trouve ça très intéressant, ces outils pour optimiser la transmission des informations avec toutes les déperditions qu'on peut aisément imaginer. Et en même temps, ce n'est pas une critique, hein. Je crois qu'il faut être très vigilant sur cette question du temps parce qu'on voit bien que la question du coût et la question du temps sont les deux entrées prioritaires aujourd'hui pour penser le chantier, alors qu'il est producteur d'une richesse qui est aussi une richesse sociale, qui est aussi producteur d'une richesse culturelle. Et donc, comment avoir les deux? C'est-à-dire que si l'optimisation, elle consiste exclusivement à gagner du temps, mais pas au profit finalement de façons différentes de se parler et de travailler ensemble, c'est quelque chose in fine qui risque aussi de se retourner contre nous. Donc j'ai bien entendu dans ce que disait Charles la transversalité de cet outil, le fait que différents acteurs et actrices peuvent s'en servir. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Mais voilà, l'entrée du chantier par le facteur temps me fait toujours un petit peu peur parce qu'elle se fait au détriment aussi d'autres approches qu'on a laissées sur le bord de la route et qui, pour moi, sont au cœur de nos métiers, de ce qu'on est capable d'apporter.
Et alors justement, sur le facteur temps, je me retourne vers toi aussi, Charles, parce que tu pourras peut-être répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas plus d'interlocuteurs qu'on en avait hier? Parce qu'on devient tous des hyper spécialistes, les techniques deviennent plus pointues. Et est-ce que, sans peut-être remonter au temps des bâtisseurs de cathédrales, mais est-ce qu'il n'y a pas plus d'intervenants aujourd'hui qu'il y en avait hier, ce qui nécessite justement des outils comme le tien? Alors, pas forcément, parce qu'il y a toujours eu besoin d'architectes, de maîtres d'œuvre, de constructeurs, d'ingénieurs pour calculer des bâtiments. Donc, il y a quelques métiers qui sont venus se rajouter, mais pas plus que ça. Donc, on n'est pas vraiment sur le nombre de personnes. On est encore une fois, et alors ça engage que moi, hein, plutôt toujours sur une question de délai, parce que pour aller aussi sur la problématique finalement que peut engendrer le numérique et le digital, c'est qu'on se dit souvent, on a le temps, on peut toujours attendre le dernier moment pour transmettre l'information, pour valider un devis à distance, pour transmettre un mail. Et tout ça, finalement, peut aussi ralentir le bon déroulement des chantiers. Et on ne va pas avoir une culture de rétention Mais non, il n'y d'information a pas plus aussi. d'interlocuteurs. Il n'y a pas de culture de rétention de Alors, l'information. Ah, tu nous entends, Charles? oui, je vous entends. Il n'y a pas de Alors, non, culture de rétention. non, je vous entends mal. Ouais, ça a l'air compliqué. Bon. Philippe, peut-être que toi, tu as une idée aussi par rapport. Moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a une culture de rétention de l'information au-delà de l'ambition de faire tourner le chantier ou selon toi, non? Euh, je ne saurais pas répondre exactement. En tout cas, je pense qu'il y a une culture de la disqualification en fait, des métiers qui s'est opérée, auquel s'est substitué finalement des séries d'opérations techniques qu'on demande aux ouvriers. Et donc, ça limite aussi la possibilité des échanges parce que plus on reconnaît finalement la compétence d'artisan et d'ouvrier, plus il y a de la transversalité, plus il y a des informations qui nécessairement remontent. Ce n'est pas uniquement dans un sens. Et donc, pour que les chantiers aillent vite aussi, on a des approches très, très hiérarchiques, très top-down, avec voilà, des ordres comme ça qui descendent. Et bon, peut-être c'est efficace, mais c'est extrêmement appauvrissant. Ok, mais en tout cas, merci à tous les deux pour ces points de vue très opérationnels. On va rester sur la vague de la culture de l'ensilotage avec toi, Maxime. Je rappelle donc, toi, tu es architecte de formation, tu diriges les grands ateliers de Villefontaine. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, du coup, cette structure des grands ateliers et la philosophie de son activité et justement opérationnellement ce qu'elle produit? Puisqu'en plus, on est voisins. On est voisins, ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, Maxime Bonnevie, je travaille aux grands ateliers que j'ai longuement utilisé, notamment dans le cadre de mon apprentissage avant d'y arriver au poste que j'occupe aujourd'hui. Donc, les grands ateliers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme technique qui a ouvert en 2002, qui est située à Villefontaine, donc entre Lyon et Grenoble. Et cette plateforme technique, elle a été imaginée à l'initiative d'enseignants des écoles d'architecture dans les années 80, qui souhaitaient avoir un lieu qui soit complémentaire des écoles dans la capacité à permettre l'apprentissage par le faire. La notion d'experiential learning qui est beaucoup communiquée, notamment dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis. Et donc, c'était l'idée pour eux d'avoir un lieu technique, une sorte d'usine, qui permettent de former chaque année leurs étudiants sur des compléments, sur des contenus, sur des enseignements pratiques complémentaires des enseignements théoriques qui sont dispensés au sein des écoles. Et donc, c'est un peu un carrefour aussi. Moi, j'ai le sentiment que c'est un carrefour de plusieurs fonctions du bâtiment aussi, hein. Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces enseignants, dans les années 80, ont poussé cette idée-là, ont permis la création de cette plateforme qui a ouvert en 2002. Et depuis l'origine, du coup, les deux objectifs principaux des grands ateliers, c'est l'expérimentation à échelle 1 comme vecteur d'apprentissage et la mixité culturelle. Donc, le mélange entre écoles d'architecture, d'ingénierie et d'art à l'origine, sur la base des fondements du Bauhaus, qui est une école allemande qui a fait preuve sur ce type d'enseignement et de croisement disciplinaire. Donc aujourd'hui, c'est encore nos activités, en tout cas, c'est encore nos objectifs principaux,
on le verra après là, dans la suite de nos échanges, ça s'est aussi développé par rapport au type d'acteurs qui sont sur le site. Ok, donc au vu de ce que tu viens de nous présenter, tu fais référence au Bauhaus, donc tu dois être confronté à des cultures métiers très différentes. On en revient à cet ensilotage que Charles a développé précédemment. Comment tu le vis, comment tu le traites, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc, ouais, comme je vous l'ai dit, nous, c'est un des enjeux majeurs. C'est comment on arrive dès la formation, parce que là, on n'est pas sur le chantier réel comme le chantier auquel faisait référence Charles. On est vraiment dès la formation. Comment on arrive à créer des moments de croisement. Donc, des moments de croisement où on passe par le biais du faire, parce que c'est vraiment cette question d'expérimentation, le geste, le faire, qui permet à un moment donné, avec différents étudiants et apprenants, d'avoir ce moment d'échange, ce moment de partage où on a un objectif commun. Nous, on a des expériences, comme Solar Decathlon que va présenter Lucie, et puis 20 ans d'expérimentation aux grands ateliers qui nous confirme que ce mode d'apprentissage, il est hyper fort dans l'acculturation de chacun, et encore plus aujourd'hui où on a des enjeux auxquels on doit répondre qui sont de plus en plus importants avec des nouvelles disciplines, notamment pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux complexes auxquels on fait face. Et on voit que ce moment de l'expérimentation, qui est un moment qui nous permet d'avoir une unité de temps et une unité de lieu, ce qui est hyper important dans le processus de partage, c'est un bon vecteur, de formation. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, donc on espère que c'est un bon vecteur, mais on voit aussi que c'est quelque chose de marquant dans un processus de formation. Et c'est vrai que pour nous, le croisement, pour le coup, encore plus fort avec les compagnons depuis l'implantation de la Maison des Compagnons en 2017. On parlait, la présence des compagnons sur le site. Je parlais des Solar Decathlon, c'est aussi des expériences pour nous qui nous ont poussé à développer d'autres activités, plus uniquement de la formation, mais aussi de la recherche et développement et du prototypage. Parce que pour nous, aujourd'hui, les enjeux, c'est plus uniquement de croiser archi, ingénieurs et artistes, donc plutôt des acteurs de la conception. C'est vraiment de décloisonner aussi entre les métiers de la conception et les métiers de l'artisanat, donc entre étudiants en école d'enseignement supérieur ou université, puis apprenants des compagnons. On travaille aussi avec l'AFPA, avec d'autres sur les métiers. Et c'est aussi de décloisonner le monde universitaire avec le monde professionnel, d'avoir des industriels, des artisans, des TPE, des PME, des entreprises qui soient présentes sur le site. Et même si elles ne sont pas là sur des activités partagées, le fait qu'elles soient sur le site en coactivité, sur des périodes communes, participe à ce décloisonnement et à cette culture commune. Parce qu'automatiquement, les personnes s'interrogent sur ce qui se fait sur l'activité d'à côté. Et ça initie des croisements. On le voit avec vous, par exemple, au début, on n'avait aucun module croisé. Aujourd'hui, en 2021, avec 3 années d'expérience, on en est à 5 ou 6 de modules de croisés par année, ce qui est important et ce qui est enrichissant. Et on voit que cette culture commune, elle se fait d'abord pour le coup, vu qu'on est sur de la formation, par les enseignants et puis par les formateurs. Parce qu'en fait, il y a déjà une vraie distance culturelle dans nos cursus classiques qui fait qu'il y a déjà cette appréhension des uns et des autres qui est nécessaire. Et puis après, nous, on y est vachement attentifs dans l'accompagnement qu'on en fait au niveau de l'équipe des Grands AT et pour la transmission ensuite qui peut être fait aux étudiants. Et puis après, on a des super projets comme Solar Decathlon, enfin des super, dans le sens où c'est des accélérateurs qui nous donnent à un moment donné un cadre qui nous permet de forcer ces croisements. Et du coup, sortir du silo, en fait, c'est aussi un vecteur de mieux faire, hein, comme tu le dis. Tu parles aussi de culture métier. Hein, quand on a préparé, tu parlais même de vision caricaturale des métiers. Moi, j'ai souvenir une fois où on était aux grands ateliers, il y avait des apprentis charpentiers qui montraient à des architectes comment on montait une ferme et tout le monde mettait les mains là-dedans. Et vraiment, on voit qu'il y a une culture du mieux faire et un partage qui se faisait. Mais justement, quand on est architecte comme toi, que tu as des propos, on va dire, culturels tranchés en disant que tout le monde ne partage pas la même vision, que j'imagine que
quand tu travailles sur tous ces métiers, sur toutes les fonctions, il y a une mixité culturelle à gérer. Tu le laissais entendre un petit peu dans tes derniers propos. Comment on fait pour gérer cette mixité culturelle? C'est compliqué. On fait comme on peut. Non, il y a vraiment cette question de temps de projet et d'après. En fait, c'est ce qui est compliqué pour nous. Peut-être le plus compliqué, c'est les questions de. Ouais, je sais pas. C'est les questions de planning, je pense. On est sur des temps de projet qui sont pas les mêmes, que ce soit le monde de la conception et le monde de la construction, avec des temps de mise au point, des temps de plan de fabrication et ensuite des temps de réalisation qui sont assez complexes à gérer. Et c'est pour ça que c'est important, en tout cas, nous, c'est un peu le pari qu'on a fait. C'est pour ça que c'est important que les personnes puissent se découvrir en amont. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec des formateurs et des apprenants qui étaient d'abord côte à côte, qui ont appréhendé finalement ce que l'autre faisait. Voilà, tu parlais de charpentier. Quand un charpentier trace une épure, un étudiant en école d'architecture, la vision qu'il a d'un charpentier, c'est quelqu'un qui coupe du bois avec une scie. Je caricature, mais je le fais exprès, mais en même temps, tout de suite, finalement, ça remet au bon niveau le métier, le savoir-faire et le futur artisan qui est en formation par rapport à un étudiant qui est… je parle des architectes parce que c'est la référence que j'ai et c'est celle que j'ai vécue en formation, mais on est souvent dans des vases clos. Tu parlais de silos, mais c'est vraiment ça, encore plus dans les écoles d'architecture qui souvent ne sont pas situées sur des campus universitaires. Et le fait de se retrouver à ce moment-là et déjà d'avoir juste d'observer ça, ça participe déjà au décloisonnement. Et après, c'est le gros travail qu'on fait ensemble au niveau des formateurs et des organisations dans notre capacité à réussir à trouver des temps pédagogiques partagés pour permettre ça. On essaye de le faire dans les cursus classiques. Aujourd'hui, il y a énormément de demandes aussi sur les jeunes professionnels qui sortent des écoles qui sentent finalement un manque dans un sens ou dans l'autre. Et il y a plein d'initiatives aussi sur l'idée de monter des formations transverses. Donc, c'est quand même des courants qui se mettent en place. Après, il y a des temps de formation, mais il y a aussi des temps pour appréhender finalement les cultures de chacun qui sont nécessaires au préalable, je pense. En fait, il y a une nécessité de comprendre l'autre, en fait, et de comprendre son point de vue et le sens qu'il met dans le geste qu'il fait. C'est ça. Hein. Et la culture du savoir-faire, tu la retrouves là. D'ailleurs, tu me parlais, toi-même, au-delà de la culture du savoir-faire, tu me parlais de gestion des cultures constructives. Qu'est-ce que tu mets derrière cette belle terminologie de gestion des cultures constructives? Nous, les grands ateliers, quand ils ont été fondés, je parlais d'enseignants qui ont été à l'initiative, c'est des enseignants qui étaient dans un mouvement où émergeait cette question des cultures constructives, qui est en fait, bon, je ne vais pas le dire avec les mots d'un philosophe, je suis désolé, ce sera sûrement beaucoup plus précaire. Nous, c'est notamment Cyril Simonet qui a beaucoup porté cette question-là, qui est la question de… Bon, la manière dont je l'interprète aujourd'hui, c'est comment sur un territoire avec des ressources, à la fois des gisements, des manières d'habiter, des savoir-faire métiers, des compétences, à un moment donné, on vient les interpréter pour faire de l'architecture contemporaine. Comment on prend ça en compte et comment on les réinterprète de manière contemporaine. Et aujourd'hui, pour nous, aux grands ateliers, on se pose beaucoup cette question, notamment notamment avec vous, les compagnons, sur la question des savoir-faire. Parce qu'on voit notamment qu'il y a un retour, en tout cas, il y a un vrai questionnement sur l'architecture vernaculaire et sur les matériaux bio et géosourcés, qu'on traite beaucoup, nous, par le biais de nos labos de recherche associés aux grands ateliers ici. Et associés à ces matériaux-là, on peut prendre l'exemple de la pierre. On a aussi des savoir-faire qui sont ancestraux et qui nécessitent aussi d'être questionnés au prisme de l'utilisation et de l'architecture contemporaine qu'on peut en faire. Et si l'architecte n'a pas connaissance finalement de ces éléments-là, on a aussi aujourd'hui beaucoup de projets en pierre, par exemple, qui sortent où en fait les techniques utilisées pour mettre en œuvre la pierre, c'est des techniques de maçonnerie.
Donc, nous, c'est vraiment cet ensemble-là qu'on essaie d'inculquer. On parle de culture constructive, on parle aussi d'intelligence constructive, la question du bon matériau au bon endroit pour son bon usage. Et c'est des questions qu'on essaye d'inculquer aux apprenants et à l'ensemble des usagers qu'on accueille sur le site, sans avoir de réponse préconçue, parce que c'est des questionnements qui sont très, très complexes et qui sont différents en fonction des territoires et des écosystèmes d'acteurs dans lesquels on se retrouve. Ce n'est pas du tout la même manière d'appréhender les choses en région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans d'autres régions ou encore dans d'autres parties du monde. Et ça, ce sont des choses qui nous sont chères parce que automatiquement, c'est aussi la base d'une culture commune, parce que quand tu emmènes tes étudiants visiter un site de production, un site de transformation de matériaux, une entreprise, je prends l'exemple du métal, tu les emmènes dans une aciérie, tu les emmènes dans une fonderie, tu leur donnes des cours d'histoire sur ces matériaux, tu leur fais rencontrer un charpentier métallique et tu leur fais visiter un bâtiment en architecture contemporaine en métal, tout de suite, tu as tout ça qui devient partie prenante de la conception. Tu as une appréhension du coup de ce que font les autres, ce qui permet, là pour le coup, je prends ma casquette d'archi, mais qui permet du coup d'avoir une conception raisonnée par rapport à ces éléments-là. Et automatiquement, tu as appris finalement ce que faisaient les autres et tu as appris qu'un IPE, quand il arrive sur un chantier, c'est quand même passé des choses derrière, quoi. Donc, tu contribues à constituer une culture commune. Et quand on voit l'émergence de nouveaux matériaux biosourcés, géosourcés, on a tous des sensibilités différentes en fonction de là où on se situe dans la chaîne de valeur du bâtiment. Comment on le gère justement ça avec cette gestion des cultures constructives? On le gère plutôt bien. Ça dépend où tu te situes. Non, mais ce que je veux dire, tous les métiers et toutes les fonctions ont la même sensibilité par rapport à l'émergence de ces nouvelles tendances qui sont nécessaires autour du géo et du biosourcé, ou pas du tout? Ou c'est lié aux gens? Si on parle, nous, de nos apprenants qu'on accueille, il y a une vraie envie et une attente par rapport à ça, qui est liée à la question environnementale. Nous, on fait vraiment attention à être dans cette question des matériaux assez prudents parce que on voit que ce qui se passe avec le bois en ce moment, on est un peu dans ce qu'on reprochait au béton, à savoir utiliser de la matière pour de la matière. Donc, on est assez attentif à ça. On est plutôt, du coup, sur cette question d'intelligence constructive finalement à donner des outils à nos apprenants pour qu'ils puissent réfléchir et faire des choix en ayant connaissance des qualités et des limites de chaque matériau. Après, si on parle plutôt d'un point de vue professionnel, normatif, cadre constructif, c'est des filières qui mettent du temps à émerger parce qu'on est dans un pays où on a quand même des géants du bâtiment qui ont une certaine emprise sur ce qui est produit industriellement et ce qui est existant sur le marché. Donc, voilà, nous, ce qu'on essaye plutôt de dire, c'est notamment sur les filières émergentes sur lesquelles on est très impliqué parce que on héberge un centre de recherche qui s'appelle Amaco, parce qu'il y a des labos à l'école d'archi de Grenoble historique qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et puis parce que c'est des enjeux pour lesquels on a des convictions. On est attentif aussi à ne pas tomber dans l'effet inverse et à essayer d'utiliser la matière au bon endroit suivant les configurations dans lesquelles on se trouve. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, sur l'architecture en terre, on parle beaucoup de pisé, mais le pisé, il est inapproprié à beaucoup de situations, par exemple, aujourd'hui. Et ce n'est pas à se rendre service que de mettre du pisé de partout dans toutes les constructions. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on se questionne sur cette diversité des matériaux. Et quand les cultures constructives, cette notion, elle a émergé notamment par rapport à un enseignement qui avait lieu dans les écoles qui était mono-orienté sur certains matériaux. Et à ce moment-là, à cette époque-là, dans les années 70, post-reconstruction, il y avait des mouvements notamment émergents sur des nouvelles manières de faire de l'architecture avec d'autres matériaux. Buckminster Fuller ou d'autres acteurs de l'architecture qui ont initié ces mouvements-là. Et donc, nous, à notre modeste échelle, c'est ce qu'on essaye d'inculquer.
parce que c'est trop facile sinon. Enfin, c'est trop facile de se dire il y a des méchants, il y a des gentils, et puis il faut mettre… Parce qu'on tombe finalement dans les mêmes dérives. Justement, alors, et ce sera un mot pour conclure avec toi, Maxime, mais en t'écoutant, j'ai pensé à quelque chose, c'est qu'il y a aussi des gens dans la filière qui peuvent avoir des intérêts divergents. Je pense aux industriels qui fabriquent des produits. Ils vont peut-être avoir des intérêts divergents par rapport à, à une culture de matière qu'on pourrait porter différemment selon des cultures métiers. Je ne sais pas si c'est cette composante, justement, acteur industriel, on l'apprend aujourd'hui chez les grands ateliers. Le fait d'être en partenariat, en fait, d'être un lieu pour favoriser on fait du prototype, donc on favorise les projets croisés. On a notamment des partenaires et des mécènes sur des dons matières, donc ça permet de mettre les étudiants en situation de collaboration avec des industriels ou des entreprises. On le fait de manière… On le fait exprès ici parce qu'on est en dehors des écoles, on est dans un lieu neutre et du coup, on peut aussi maîtriser finalement l'impact que vont avoir ces industriels sur les étudiants. En tout cas, on essaye de le faire du mieux qu'on peut. Mais effectivement, je ne sais plus ce que je voulais dire du coup, mais voilà. En tout Et puis, cas, il y aura des chocs culturels en fonction des intérêts économiques. on essaye de les inculquer, puis après, ces personnes-là, elles sont aussi poussées aujourd'hui dans leur retranchement par rapport à une vision monoproduit. Aujourd'hui, la meilleure manière d'être bas carbone, c'est de ne pas mettre de matériaux. Donc, on a quand même aussi ces notions-là qui sont intégrées. Et ces personnes-là ont aussi des enfants et qui ils doivent rendre des comptes. Donc, si tu veux, nous, à un moment donné, on est quand même un lieu finalement hors sol où on peut se permettre d'être assez engagé sur un certain nombre de sujets. On essaye de l'être, ou en tout cas d'accompagner nos usagers, parce que les grands ateliers, c'est un lieu qui accueille des usagers et des apprenants pour aller dans ce sens-là. Après, M. Simet il parlait également de la question de la perte des savoir-faire. Nous, par exemple, on a un gros industriel il n'y a pas longtemps qui nous a demandé, sur une formation croisée avec vous, formation compagnon hébergée aux grands ateliers, de former des assistants coffreurs-bancheurs. Et quand on te demande de former des assistants coffreurs-bancheurs, ça te pose des questions parce que tu te dis, en fait, le coffreur-bancheur, c'est un maçon. Alors, l'assistance du coffreur-bancheur, qu'est-ce qu'il fait? Il porte les banches et on est typiquement sur la discussion qu'il y avait précédemment. Et du coup, nous, ça nous pose des vraies questions éthiques. C'est de se dire, est-ce que c'est bien de les accueillir et du coup, d'ouvrir plus largement le prisme. Le fait que les gens formés vont se retrouver dans cette plateforme, ça va leur ouvrir aussi beaucoup plus de perspectives. Et on aura formé certes des assistants coffreurs-bancheurs, mais on aura ouvert un champ beaucoup plus large que ce qu'ils auraient pu avoir sur un chantier en silo. Ou est-ce qu'on se dit, non, il faut se battre contre ça, on ne le fait pas. Et puis, tu vois, c'est vraiment des sujets qui nous animent au quotidien et qu'on commence à appréhender de manière assez importante avec vous parce qu'on commence à avoir cette histoire commune, notamment avec tous les formateurs qui sont ici, hein, Sébastien Roussel et puis d'autres qui sont là depuis l'origine et avec qui on commence à finalement avoir une culture commune aussi du côté de la formation et de l'encadrement, quoi. Merci beaucoup, Maxime. Il s'est dit beaucoup de choses, hein. On a parlé d'éthique, on a parlé de bulles, de culture, d'acceptation et de partage, on va dire, des visions. Alors toi, Philippe, donc tu n'es pas architecte, hein, contrairement à mon ripage de début de session. Donc tu n'es pas architecte, mais tu travailles beaucoup avec des architectes. Et tu te retrouves dans les propos de Maxime. Est-ce que, notamment sur ces cultures éthiques, comment tu intègres tout ça dans les postures culturelles avec lesquelles tu vas transmettre aux architectes que tu formes, les futurs architectes passent dans tes mains aussi? Je ne vais pas avoir le temps de réagir à tout ce que Maxime a dit, mais ce qui se passe aux grands ateliers, c'est exactement ce que je cherche à promouvoir. Je pense qu'on est à un moment où on ressent tous la nécessité de créer une culture commune et justement de sortir de ces grands partages, alors déjà entre les métiers de la conception, mais entre les métiers de la conception et l'artisanat. Mais cette culture commune, ce n'est pas la culture pour
pour tout, parce que la culture, dans le fond, de la construction conventionnelle, elle existe déjà. Ces acteurs sont clairement identifiés, leur mode opératoire est clairement défini. C'est une machine qui tourne, mais qui désormais manque de sens. Et chaque jour, on voit les effets délétères de cette façon de faire du projet et de transformer les territoires. Donc la culture commune, elle est nécessaire pour opérer la transition écologique de l'architecture. Et ça, je pense que tout le monde le ressent, y compris finalement les plus jeunes, voilà, et les étudiants. Alors, oui, il y a peut-être deux choses. Enfin, je pense que l'apprentissage par le faire, c'est absolument nécessaire. Bon, on trouve ça aussi, moi j'adore Rural Studio, le design build. Bon, voilà, mettre la main à la pâte, je ne comprends pas comment on peut être dans des métiers de la conception si on n'a pas fait les choses avec ses mains, si on n'a pas éprouvé, si on ne s'est pas confronté à la matière. Qu'est-ce que ça veut dire de prescrire tel ou tel matériau en décrétant qu'a priori il est vertueux si dans le fond, ce contact, qui est un contact à la fois sensible, mais aussi intellectuel, hein, mais qui passe par l'expérience, voilà, si ça n'a pas eu lieu, je ne comprends pas comment on peut travailler. Donc, il y a tout cet apprentissage par le faire qui est fondamental. Et Maxime l'a rappelé, c'était au fondement même du Bauhaus, c'est-à-dire l'idée de créer une esthétique qui portait à un moment donné des ambitions sociales et politiques très fortes. Elle passait par l'enseignement de la première année où tout le monde faisait la même chose et c'était des moments où justement on transformait la matière. Donc, il est absolument essentiel. Mais il y a un autre point de l'intervention de Maxime qui m'a beaucoup intéressé, c'est la question des ressources et des acteurs locaux. Oui, on a besoin d'apprendre en faisant, mais on a besoin de connaître les territoires où on intervient, de connaître leurs ressources, de connaître leurs acteurs. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans nos précédentes rencontres, mais on parle souvent du Vorarlberg comme grand modèle d'architecture écologique. C'est pas simplement par les objets architecturaux, c'est parce qu'ils ont tous une très bonne connaissance des filières. C'est parce qu'ils ont créé des filières en regardant les menuisiers, les scieries, les exploitants de forêt. Ils ont une connaissance très fine de tous les acteurs et de toutes les ressources de leur territoire. Et donc, voilà, il y a d'un côté… Et de leur culture et de leur point de vue. Absolument, et de leur culture et de leur point de vue. Donc, en fait, il y a le faire, mais de l'autre côté, il y a aussi le terrain. Voilà, on peut pas. L'idée qu'on peut construire n'importe comment, n'importe où, ça vaut pour un certain type d'architecture, mais elle est derrière nous. Intellectuellement, cette page-là, elle est déjà tournée. Donc, on est en train de constituer cette nouvelle culture. Donc, ça peut avoir l'air comme ça un peu, mais en fait, elle est en train de se mettre en place, elle est en train de se constituer. Ces références, elles sont en train d'être partagées par de nombreuses actrices, de nombreux acteurs. Et ça va passer justement par un décloisonnement des métiers, et notamment des métiers de l'artisanat et des métiers de la conception. Et moi, j'ai écrit un papier avec ma femme pour créer une école du réemploi. Voilà, parce qu'on parle du réemploi dans les écoles d'architecture, mais dans le fond, on est toujours coupé de tout un tas d'autres métiers absolument fondamentaux. Mais ça passe aussi par un sens du terrain. Voilà. Et ce sens du terrain, il faut le développer, il faut arpenter les territoires, il faut rencontrer leurs actrices et leurs acteurs, il faut identifier les ressources, il faut faire des cartographies, et c'est comme ça que les choses vont se structurer. Alors, tu parles de terrain, justement, avec Lucie, on va aller sur le terrain, on va faire un beau retour d'expérience. Je rappelle donc, Lucie, que tu as coordonné l'équipe Habiter 2030 dans le cadre, donc équipe d'ailleurs dans laquelle les Compagnons du Devoir étaient actifs, dans le cadre du Solar Décathlon 2019. On va revenir sur le Solar Décathlon, tu vas nous expliquer ce que c'est, mais on va rester sur cette logique de terrain. Moi, avant tout, je voudrais que tu nous présentes, à l'aune de ton expérience, la vision des principaux atouts justement du travailler ensemble, et avant toute chose, non pas forcément pour le chantier, mais pour l'homme qui est sur le chantier, l'être humain qui est sur le chantier.
qu'est-ce que, de l'expérience que tu as vécue, qu'est-ce que ça leur a apporté aux personnes qui travaillent sur le chantier de bosser ensemble, de collaborer? Bonjour à toutes et à tous et merci pour la question, Philippe. Oui, des points positifs, il y en a beaucoup dans le faire ensemble. Là, aujourd'hui, j'ai décidé juste de citer trois notions qui, je pense, parlent à tous les métiers. Déjà, il y a la question de la montée en compétences. Évidemment, quand on travaille en groupe, on travaille avec plusieurs disciplines, c'est logique. On apprend, on enrichit notre expérience et on apprend des autres disciplines, des autres métiers, etc. Mais surtout, on apprend à transmettre notre savoir-faire aux autres. Et ça, c'est une question importante qui responsabilise toutes les personnes qui doivent transmettre comme ça leur savoir. Donc ça, c'est voilà, quelque chose d'important. Ensuite, on en a parlé là on ressent ce que disait Philippe, on ressent l'envie de travailler en collaboratif aujourd'hui dans tous ces métiers du bâtiment. Encore faut-il avoir envie de travailler ensemble et donc de partager un projet commun. Donc ça, c'est quand même quelque chose de génial d'arriver à un stade où on est en groupe et on défend un projet tous ensemble, on s'écoute, on essaye de se faire confiance. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui crée du lien. Donc, parce en travaillant en groupe, on n'a pas le choix. Il y a une communication interne qui se met en place. Et ouais, ça crée beaucoup de liens. Et ensuite, la dernière chose dont j'ai envie de parler, on a parlé là, Maxime parlait d'appréhension entre les métiers, etc. Bah oui, forcément, de prendre connaissance du métier des uns et des autres, on se crée une vision plus large de toute la chaîne de production. Et du coup, on passe d'une simple image dont parlait Maxime, où le charpentier coupe du bois, le plombier fait de la plomberie, à l'intégration d'une réalité des métiers dans la conception. Et ça crée du respect en fait entre les métiers. Donc, c'est quelque chose d'important dans le faire ensemble. Donc, compétences, partage, respect, ça, c'est les valeurs ajoutées pour l'être humain qui est sur le chantier. Et donc, pour le chantier, du coup, avant de rentrer sur le chantier SDE 2019, raconte-nous c'est quoi le concept déjà de SDE 2019 et ensuite, on verra les valeurs ajoutées pour ce chantier du travailler ensemble. Alors, Solar Decathlon Europe 2019, concept. Alors, donc, Solar Decathlon Europe, c'est donc une compétition universitaire internationale de construction et d'architecture. Donc en fait, on parle de décathlon parce que c'est une épreuve une compétition en 10 épreuves qui passe autant de l'architecture, l'ingénierie jusqu'au bilan énergétique ou au contexte social. Donc c'est vraiment un projet complet. Et donc l'objectif, c'est de construire une maison, taille réelle, donc un prototype, une maison témoin qui va être passée au crible de toutes ces épreuves. C'est un peu comme les Jeux olympiques de la construction. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque édition, c'est donc un pays qui reçoit, qui est un pays hôte qui reçoit la compétition. Et donc, non seulement on monte des équipes interdisciplinaires pour répondre au projet, mais en plus, on arrive dans un endroit qui est comme un village de plein de prototypes qui sont faits par plein d'équipes interdisciplinaires aussi. Donc, c'est explosion de disciplines et de cultures à découvrir. Donc, ouais, c'est quelque chose de très intense. Et donc, nous, on a participé avec donc, les compagnons il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, comme maintenant, on était sur le site à Budapest. Et alors justement, à Budapest, il s'est passé quoi? J'imagine que des petites histoires, il y en a eu plein sur ces interactions, ces interfaces. La fenêtre qui cale pas parce que la cote a été mal prise, ou on a inversé. Tu as des anecdotes un petit peu à partager avec nous rapidement? Oui, il y en a beaucoup. Peut-être déjà dire qu'une chose hyper importante et positive, c'est que on l'a fini la maison, on l'a construite en 2 semaines, on est allé jusqu'au bout parce que c'était pas dit que la construction se termine. Là déjà, Et puis vous avez gagné. et on a gagné en plus en bonus, ouais. Donc une fois qu'on avait fini la construction,
honnêtement, entre nous, c'était déjà quelque chose de gagné, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été 2 semaines de construction intense, forcément, où ça a été une espèce de formation intense pour tout le monde, puisqu'on on était 50 personnes sur le chantier. Il y avait autant de formateurs chez les compagnons, de jeunes apprentis que de jeunes étudiants qui n'avaient jamais planté un clou avant. Donc, on a tous été à un moment dans la position où il fallait apprendre à l'autre comment répéter un geste, etc. Il y a des étudiants architectes qui sont devenus spécialistes de l'électricité, alors que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on fait forcément en études d'architecture. Ou alors, il y a même à un moment des compagnons pâtissiers qui sont venus donner un coup de main pour faire les enduits terre parce qu'on manquait d'effectifs. Enfin bref, ça a généré comme ça une grosse masse vivante qui est venue apprendre, donner un coup de main. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous été à un moment dans une position où on n'était pas dans notre zone de confort, où c'était pas là où on avait nos compétences. Et c'était quelque chose qu'on a fait volontairement pour justement être sans cesse en train d'apprendre et jusqu'à aider même les autres équipes, les compagnons qui sont allés donner des coups de main à droite à gauche pour finaliser des choses sur les prototypes d'autres équipes. Enfin voilà, c'était Et une formation du coup, intense. dans un contexte comme ça, donc j'imagine le boulanger qui fait de l'enduit terre, comment on gère l'encadrement, comment on gère la gestion du chantier, comment on gère la sécurité, comment on s'assure que c'est bien fait? On embauche une coordinatrice. Évidemment, ouais, c'est une question hyper importante. Tout à l'heure, Maxime parlait des calendriers, parce que oui, tout le monde n'est pas en même temps sur le chantier, tout le monde n'a pas le même timing. On a des besoins différents, les personnes ont des besoins différents. Donc, la question de la sécurité et de la gestion des plannings est primordiale. Donc, il faut toujours une personne qui soit là pour gérer aussi les solutions. Là, on est arrivé sur le chantier à Budapest, on avait le verre qui était cassé, on avait finalement des choses qui ne fonctionnaient pas arriver là-bas. Il a fallu avoir des gens qui soient là pour trouver des solutions, appeler des personnes, avoir des expertises de professionnels qui étaient là, qui ont fait des miracles pour nous. Et puis, il y a eu aussi une chose importante, on a parlé de bienveillance tout à l'heure. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis en place une team bien-être qui tournaient. Ce n'était pas tout le temps les mêmes personnes. Et ces gens-là, ils étaient là pour vérifier qu'auprès de tous les membres de l'équipe, tout le monde se sente bien, que tout le monde ait parlé suffisamment de ce qu'il ressent, etc. Voilà, donc ouais, la question de la sécurité et de la gestion, c'est primordial. La coordination, quoi, c'est Il hyper faut être important. créatif. Il faut être créatif. Oui, 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 il faut être créatif. Merci Lucie pour ce témoignage. Philippe, quand tu entends ce témoignage plein de fraîcheur sur je dirais, une expérience quand même plein de jeunesse, hein, ça t'inspire quoi en 2 minutes? Ah, non, mais je trouve qu'il y a des choses fondamentales qui sont dites ici oui, là, c'est des jeunes, mais c'est des choses, en fait, je pense, qui se retrouvent aussi sur les chantiers quand on travaille en biosourcé ou en géosourcé. Je trouve qu'il y a plus d'échanges et il y a cette envie à la fois d'apprendre des autres et en même temps de transmettre ce qu'on sait faire. Et donc, il y a de la réciprocité. Et quand il y a de la réciprocité, il y a de la confiance, qui est une dimension essentielle, en fait, qui fait la valeur des chantiers. Et je pense qu'on devrait y réfléchir comme ça, c'est-à-dire que les vrais chantiers sont des chantiers apprenants, en fait, où tout le monde apprend et c'est un moment d'enrichissement collectif, à la fois, enfin, je veux dire, pour chacun d'entre nous et pour le groupe, mais pour toutes nos professions, hein. Et donc, au lieu de voir le chantier comme un moyen en vue d'une fin qui serait l'objet, l'objet, c'est aussi un bon moyen pour avoir un superbe chantier qui ait une finalité en soi. Donc, le rapport moyen-fin entre le processus et le produit, ça devrait, je crois, être inversé, quoi. Parce que je crois que c'est qu'en créant des situations de confiance qu'on peut diminuer les asymétries et l'étanchéité entre les différentes personnes qui participent à un chantier. C'est aussi un très bel exemple pour la filière de montrer qu'on peut faire autrement avec des gens issus de profils complètement différents. Donc, c'est une belle leçon de Absolument, jeunesse. ouais.
Merci à toi aussi, Philippe. Merci à toi, Lucie, pour ce partage. Je vous propose en 1 minute de rebalayer un peu tout ça et que vous nous disiez, vous, chacun d'entre vous, l'idée que vous souhaiteriez que nos auditeurs retiennent de votre passage ici, de votre propos autour de ce sujet construction intérieure. On va commencer avec toi, Charles. Oui, bien sûr, avec plaisir. Vous m'entendez bien? Ouais. Ok. Mais moi, ce que je retiens, c'est la notion. Enfin, pour moi, le plus important sur ce sujet-là, c'est de faire travailler la filière construction ensemble pour créer une culture commune. Et je trouve que l'exemple des grands ateliers de Louis Fontaine avec la notion de formation entre tous les acteurs et travailler tous ensemble, multimétier autour d'un projet commun, c'est la meilleure façon de découvrir la culture de chacun des métiers, la connaissance de chacun des métiers. Et c'est ce qui va amener la situation de confiance dont vient de parler Philippe entre tous les acteurs. Et ça, demain, on le retrouvera forcément sur les chantiers parce que ces personnes-là l'auront déjà vécu et seront du coup dans une situation confortable et avec beaucoup de confiance. Voilà. Donc, c'est ce que je retiens. Merci. Et puis, voilà. Merci Charles. Donc tu parlais des grands ateliers, on va donner la parole à Maxime. Charles a dit beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ton propos à toi? Tout ce qui a été dit est très intéressant. Moi, j'ai bien aimé aussi cette situation dont parlait Philippe à la fin sur l'inversion entre le prototype fait, en tout cas l'objet et le processus. Et du coup, j'en profite aussi pour rappeler que les grands ateliers, là, on est coporteur de l'équipe qui fait Solar Décathlon 2022 à Vue Portal avec vous, les compagnons. Et on s'est réinscrit à cette compétition qu'on avait gagnée en 2012 en utilisant finalement le prototype et l'expérience comme étant un prétexte au processus. Et là, ce qui nous anime, c'est d'aller encore plus loin et de voir comment on peut accompagner les étudiants qui auront été formés dans la professionnalisation. Parce que les grands ateliers, on en a beaucoup parlé, c'est un lieu de formation, mais on doit aussi être capable d'être outillé pour accompagner plus loin les étudiants et les jeunes professionnels qui sont en formation chez nous. Et ça fait partie des objectifs. Voilà. Donc, ce n'est pas une synthèse, c'est plutôt une perspective, en tout cas, qu'on se donne pour continuer à avancer dans ce sens-là. Mais c'est une perspective qui racole bien avec la logique du compagnonnage, puisque le métier, c'est vraiment un prétexte aussi pour faire plein d'autres choses et construire de belles choses. Lucie, de ton propos, on retient quoi? Alors moi, je vais juste citer une phrase qui a été souvent répétée lors de cette expérience Solar Décathlon, qui vient pas de moi. Du coup, c'est si on est chacun bon de son côté dans ce qu'on fait, pourquoi pas le faire tous ensemble. C'est Voilà. beau. C'est un peu naïf, mais oui, j'aime beaucoup cette phrase. Donc voilà, et là, elle fait sens. Et j'en profite pour souhaiter à Maxime et à l'équipe bonne chance pour le Solar. Et moi, je suis pas très loin de WePortal, donc je viendrai faire un petit coucou. Merci Lucie. Philippe, je te propose, non pas en 1 minute ce qui s'est dit aujourd'hui, mais je t'en avais pas parlé, ça, donc c'est un petit peu le cadeau empoisonné. Qu'est-ce que tu retiens des 6 webinaires enfin, de manière très synthétique, hein, il y avait tout un fil, on a raconté une histoire. Tu fais ça très bien. Mais avec un micro, on t'entend mieux. Voilà, C'est au pied levé, toujours. les compétences du philosophe. Bon, alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais je dirais que ce qui nous unit, c'est la matière. Voilà. Ce qui nous unit, c'est la matière. Ce sont des matériaux, et on a beaucoup parlé des matériaux bio et géosourcés. Voilà, des matières qui sont au cœur d'une culture constructive qui est celle de l'architecture écologique. Et quand on prend ces matériaux au sérieux, on réfléchit à leur utilisation la plus juste du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue social. Et on en a beaucoup parlé dans nos rencontres sur les justes façons de travailler, les justes façons de rémunérer, de valoriser les métiers dans leurs compétences
et de voir voilà, comment on peut subsister et grandir dans son travail. Et si on prend la matière au sérieux, à la fois pour ses raisons sociales et pour ses raisons environnementales, et on est obligé de regarder comment travaillent les autres. Voilà. Et en regardant comment travaillent les autres et en respectant le travail de chacun, c'est-à-dire en sortant à un moment donné de son périmètre d'expertise, eh bien, je crois que ça crée des transversalités qui sont nécessaires, mais dont nous avons aussi humainement besoin et nous en ressentons tous aujourd'hui la profonde nécessité. Voilà. Merci Philippe, l'exercice n'était pas facile, moi j'ai trouvé plein de choses en effet, merci. En tout cas, on a bien travaillé ensemble aujourd'hui, donc ça c'est bien, on a géré les belles interactions. Merci encore pour la confiance que vous portez aux travaux qu'on fait chez les compagnons. Merci à nos auditeurs, merci à nos contributeurs du jour, puisque sans vous, il n'y aurait pas eu de webinaire. Donc, merci encore à tous les 4. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances, reposez-vous bien et revenez-nous en forme. Bientôt. Au revoir tout le monde.